Bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est le dernier jour de la semaine et la dernière édition de la Revue des Grandes Unes. Bienvenue à cette autre édition de la Revue des Grandes Unes, donc, avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Et la presse est justement dans les kiosques. La nouvelle expression parle du conseil ministériel. Les sujets ignorés par Paul Biya, c'est le grand titre du journal dans la suite du dossier de la CDE, l'organisation même des élections dans les zones de crise, la poursuite de la diversification de l'économie. On a donc à peine été effleuré, on a à peine été effleuré par le président de la République. Pas de vraie mise au point. On sait simplement que ce sont des sujets connus de tous, en tout cas les nouveaux comme les anciens, qui sont donc assis devant Paul Biya. C'est à lire dans le journal en page 3. Le même journal parle de contentieux préélectoral, bataille en perspective à l'ouest du Cameroun, avec le verdict du recours déposé par le Social Democratic Front pour la disqualification de la liste RDPC, qui pourrait être donc connue le 19 mars prochain, en 2018, donc à lire dans le même journal ce matin, qui parle également des sénatoriales dans la Damawa. Curieux désistement de l'UNDP, le président national de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès a retiré bien entendu son recours déposé auprès du Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux préélectoral. C'est en page 2 de la nouvelle expression. Et puis le du Sahel qui est dans les kiosques ce matin s'intéresse au sénatorial 2018 dans la Damawa toujours. Pourquoi l'UNDP a retiré sa requête contre le RDPC? C'est en page 3. Et on reparle également de la catastrophe des ECA. Camrail réclame bien sûr au tribunal une expertise internationale. C'est à lire dans le journal disponible dans les kiosques ce matin. Et puis le journal Le Cameroun Matin parle bien entendu des sénatoriales, les grands visages en compétition à l'ouest du Cameroun. C'est ce qu'on lit dans le dossier. On sait qu'il y a plusieurs partis qui sont en compétition dans cette partie du pays. Il y a d'ailleurs le RDPC, l'UDC, le SIF, l'UNDP et l'UMS qui sont ces partis en compétition dans la région de l'Ouest. Et le dossier à lire de la page 14 à la page 15 du journal le Cameroun Matin. Alors, autre chose, c'est bien sûr le quotidien de l'économie qui parle également des financements de l'agriculture, le projet de création de la banque agricole suspendue. D'ailleurs, les raisons sont évoquées dans ce numéro, le numéro disponible ce matin. On parle des difficultés de la banque camerounaise, des petites et moyennes entreprises, donc qui sont donc aujourd'hui avec, d'après notamment le ministère en charge de l'économie, Alamine Ousmane, qui est d'ailleurs le patron de ce département ministériel, qui explique d'ailleurs les difficultés rencontrées par la banque en question. C'est dans le journal Le quotidien de l'économie de ce matin qui parle également des sénatoriales 2018. Le contentieux SIF, RDPC à l'ouest, reporté donc au 19 mars. Donc c'est la semaine prochaine. Et puis mutation par le contentieux des sénatoriales. Le RDPC joue avec le feu à l'ouest du Cameroun. C'est le grand titre du journal, avec le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, qui est donc en ballottage face au Social Democratic Front à cause notamment de tout ce qui est fait d'un candidat à l'identité floue. C'est à lire dans le journal le verdict du Conseil constitutionnel lundi prochain. C'est ce qu'on lit également dans le journal, le dossier proposé par Mutation. Cameroun Tribune parle de travail gouvernemental. Paul Biya met la pression sur les chantiers. Ce que chaque ministre doit faire. C'est un rendez-vous qui s'est tenu donc hier et avec notamment quelques révélations fortes aussi à lire dans le communiqué du président de la République. La presse qui revient et qui reprend également quelques points importants. C'est dans le dossier proposé par Cameroun Tribune. Le journal s'intéresse également à la visite du chef de l'État en Chine avec quelques acteurs du secteur économique qui vont donc l'accompagner pour aller puiser à bonne source et puiser également l'expertise chinoise pour venir donc planter au Cameroun. C'est à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce vendredi. C'est le dernier jour de la semaine. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Ndongo. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent, particulièrement à une nouvelle téléspectatrice de cette émission, Karine Doumbé, qui habite du côté du PK13, qui m'a sympathiquement confié que depuis qu'elle a découvert la revue des Grandes Unes, elle se débarrasse de ses télénovelas habituelles pour suivre ce programme. Bonjour voilà, à vous. Elle s'informe davantage. Merci. Bonjour, Camille Nelly. Bonjour Eladj Flavien Ballon-Dongo. Bonjour Georges Semin. Bonjour. À la mosquée ce midi. La mosquée c'est tout à l'heure. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci. Alors avec vous, nous faisons un tour dans la presse, quelques sujets qui touchent notamment, qui intéressent nos lecteurs. Notamment, on parle de contentieux préélectoral, bataille en perspective à l'ouest du Cameroun. Ce qu'on dit dans le journal La Nouvelle Expression avec le verdict du recours déposé donc par le Social Democratic Front. Ben oui, on nous apprend ce matin que la Cour constitutionnelle est en train d'examiner un certain nombre de recours, notamment ceux de l'Ouest. Et
et même ceux de la Damawa. Mais toujours est-il que du côté de l'Ouest, je pense que j'ai lu un titre d'un journal ce matin qui titrait « Le RDPC joue avec le feu dans l'Ouest ». C'est une mutation. C'est une mutation. Alors, ça veut dire que de ce côté-là, ça va être chaud parce qu'il y a un problème, bien entendu, de carte d'identité comme d'habitude. Parce que vous savez, les Camerounais ont eu l'habitude de vivre avec de fausses cartes d'identité. Et ça, une fausse identité, évidemment, cause un préjudice à toute la liste, c'est toute la liste qui risque d'être disqualifiée. Donc, à ce niveau-là, le RDPC est en train de présenter des candidats que le SDF, dont le SDF a pu débusquer les fausses cartes d'identité, ce qui fait que, aujourd'hui, le RDPC a toutes les chances de voir cette liste disqualifiée. Et c'est ça qui fait un peu peur. Et voilà, donc si mutation parle donc du RDPC qui joue avec le feu dans la région de l'Ouest Cameroun, on comprend qu'il s'agit bien entendu des contentieux préélectoraux. Il faut simplement revoir avec des noms qui ont été retrouvés avec des erreurs, est-ce qu'avec des faux documents également. Donc tous ces éléments sont contenus dans la presse. Bien, il y a eu 6 recours en total qui ont été déposés auprès du Conseil constitutionnel et je crois que 5 ont été vidés, dont un qui a été rejeté parce que la requérante était absente, mais les autres n'étaient pas fondés en la forme et en droit. Ils ont été tout simplement rejetés. Alors, celui qui fait les shows de la presse ce matin, c'est effectivement celui de l'Ouest. Cette liste RDPC de l'Ouest qui a été contestée par M. Paul Tchouan, qui est le sénateur RDPC SDF de l'Ouest, qui trouve qu'il y a un candidat qui a 2 noms différents qui apparaissent, qui sont d'abord apparus dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Un est apparu avec un prénom et un autre est apparu toujours dans Cameroun Tribune avec un autre prénom. Mais dans le dossier qui a été versé par ce candidat du RDPC, il y avait effectivement un certificat d'individualité pour individualiser son nom, mais la partie SDF considère que c'est une pièce de trop qui va à l'encontre de la loi. Bon, vous savez que lors d'un contentieux, qu'il soit civil, pénal ou alors préélectoral, lorsque la procédure est en cours, on se garde de commenter, d'apporter des commentaires assez conséquents. La cause, celle-là a été renvoyée pour le 19 mars et nous attendons que le Conseil constitutionnel se penche sur cette question afin que le 19 mars, on ait toute la lumière sur ce contentieux. Alors, donc, lorsqu'on a fini de dire ça, on comprend qu'avec dans le journal, en tout cas, le Cameroun Matin, que les grands visages en compétition à l'Ouest du Cameroun, parlant du sénatorial, on a vu dans le Social Democratic Front, on a vu également dans l'UDC, le RDPC, l'UMS et l'ANDP. Donc on peut constater tout cela dans la presse ce matin, mais seulement un autre sujet qui fait courir et qui fait jaser, c'est celui des sénatoriales dans la Damawa. Pourquoi l'UNDP a retiré sa requête contre le RDPC? Là, on se pose bien la question. On se pose bien la question parce que l'UNDP avait découvert que la carte de naissance d'une dame inscrite sur la liste du RDPC était fausse parce qu'ils sont allés faire des recherches jusqu'à Tibati, là où elle est née, et le NDP a pu découvrir que c'est un faux acte de naissance. Et évidemment, c'est une raison, une cause d'inéligibilité. Mais curieusement, malgré cet argument de poids, à la dernière seconde, l'UNDP a retiré sa plainte. Bon, maintenant on peut se poser la question. L'UNDP a-t-il retiré sa plainte tout simplement parce qu'il attend que l'élection se fasse et qu'il fasse un recours post-électoral? Et dans ce cas, cette fois-là, oui. Et dans ce cas, le RDPC qui est en pole position, parce que quand on compte le nombre de conseillers municipaux dans la Damawa, le RDPC en a 319. L'UNDP en a 90 et le SDF en a 5. Alors ce qui fait que si par exemple le RDP rafle tous les sièges, l'UNDP en cas de flagrance, l'UNDP rafle tous les 7 sièges, il est automatiquement deuxième. On peut se demander si c'est cette technique, si c'est ce procédé que veut utiliser l'UNDP, ou alors, à moins qu'entre-temps il y ait eu un modus vivendi entre l'UNDP et le RDPC, qui sont, comme vous le savez très bien, des alliés objectifs. Donc peut-être que le RDPC lui a proposé de compenser, peut-être cela sur un autre plan, mais toujours est-il qu'on attend bien après la pré-élection pour savoir comment est-ce que l'UNDP a pu faire
surtout, comment est-ce qu'on appelle ça là, un rétropédalage au moment où il avait toutes les cartes en main. Alors, le reporter de l'Œil du Sahel dit que c'est un calcul politique. En tout cas, c'est pas lui qui dit, mais c'est la personne qui a été interviewée qui dit que c'est un calcul politique. C'est certainement le cas. Je pense que, comme le doyen l'a dit, ces deux partis, le RDPC et l'UNDP, appartiennent à une coalition qu'on appelle la majorité présidentielle. Et ça aurait fait un tout petit peu désordre de voir que ces deux partis se rentrent dedans dans un contentieux préélectoral. Donc, entre le dépôt de la requête et l'ouverture du contentieux préélectoral, il y a certainement eu des tractations qui se sont déroulées entre ces deux partis afin qu'on n'arrive pas à ce remue-ménage entre deux personnes qui se connaissent très bien depuis des années. Donc il y a eu certainement un modus vivendi politique. Il y a eu des concessions certainement de la part du RDPC à l'endroit de l'UNDP. Bon, des concessions qui vont certainement se vérifier lors du contentieux électoral, mais également au moment où le président de la République sera appelé, pourquoi pas, à nommer les sénateurs, et il pourra peut-être réparer la concession que lui a concédée, que lui a faite l'UNDP, en nommant un peu plus de sénateurs de l'UNDP pour calmer un tout petit peu son allié avec qui il partage une coalition présidentielle. Alors, donc on va lire tout ça dans le journal L'Œil du Sahel de ce matin, parlant de l'UNDP. C'est une question pourquoi l'UNDP a donc retiré sa requête contre le RDPC. C'est dans la page 3. Le journal revient également sur un autre pan avec aussi l'extrême nord où le RDPC veut chuchoter donc les conseillers municipaux avec notamment cette campagne qui a été lancée depuis samedi dernier parlant des sénatoriales. Ce n'est pas une campagne comme aux législatives ou encore oui, ce n'est pas une campagne populaire. Ce n'est pas une campagne populaire parce que le code électoral est tout à fait clair. Ce sont les conseillers municipaux qui sont les grands électeurs. Donc c'est un suffrage indirect. Ce n'est pas donc comme les autres scrutins où il faut aller faire campagne sur le terrain, caresser dans le sens du poil les populations pour s'arroger leur suffrage. Donc ce sont plutôt les sénateurs qui devront aller du côté des conseillers municipaux afin de présenter leur programme et certainement s'arroger leur suffrage. Donc c'est à juste titre que nos confrères ont parlé d'une campagne qui n'est pas tout à fait ordinaire. D'accord. Alors, donc, la nouvelle expression parle du conseil ministériel. Les sujets ignorés par Paul Biya, ça c'est le grand titre du journal. Et mutation, j'allais dire Cameroun Tribune parle de Paul Biya qui met la pression. Vous savez, ce conseil des ministres qui s'est tenu hier, évidemment, il fait la grande une de Cameroun Tribune, mais j'ai beaucoup aimé le type de la nouvelle expression, les sujets ignorés par Paul Biya. Vous savez, on attendait tellement ce conseil ministériel depuis 2 ans, parce que le dernier conseil ministériel tenu par Paul Biya, c'était en 2015, pardon. Il y a 3 ans. Et là aujourd'hui, tout le monde attendait, tout le monde se demandait bien ce que le président de la République allait dire, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le conseil ministériel n'a duré qu'une dizaine de minutes. Le temps pour le président de la République de lire un texte qu'il avait devant lui dans lequel il prescrivait non seulement au ministre d'essayer de tout faire pour accélérer les travaux, mais répondre aux demandes pressantes des populations et surtout, dernier point, et même s'arranger à ce que les conventions avec le FMI aillent bon train et surtout que le Cameroun puisse offrir une bonne finale de football. Moi je pense que tout le monde s'attendait à ce que le président Paul Biya interpelle ministre par ministre, donne des prescriptions à chaque ministre, donne des prescriptions au ministre par exemple de l'administration territoriale, de prendre des mesures qui sont adéquates pour non seulement ramener la paix, mais pouvoir ramener la sérénité et ramener les populations au Cameroun. Ça a été dit, mais même s'il ne l'a pas fait de manière mais ça a été dit dans une phrase. On s'attendait à ce qu'un conseil de ministres, ce sont les ministres qui viennent d'arriver. Moi je pense qu'à moins que le président de la République, il est vrai qu'à la fin, on nous dit qu'il a demandé à chaque ministre de lui faire des propositions. Mais lui-même devait venir avec des prescriptions. Il est venu avec des prescriptions, mais des prescriptions dans un discours de 10 minutes. Vous voulez que chaque ministre retienne quoi? C'est pour ça que beaucoup de personnes estime que ce conseil... bien que nous avons un gouvernement obèse, donc parler pour pratiquement 60 membres du gouvernement, c'est... Mais il y a des sujets centraux. Il y a des sujets centraux. Il y a la sécurité, il y a l'insécurité, il y a les problèmes du côté anglophone, il y a les problèmes, par exemple, cette préparation même de la Coupe d'Afrique. Il a demandé qu'on accélère les travaux, mais seulement on accélère les travaux de la construction des stades, mais les travaux de construction des routes. Hein? Et moi je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets. Quand on demande par exemple
au nouveau ministre des enseignements secondaires qui arrive dans un ministère qui avait plein de problèmes parce qu'on a vu la pugnacité de Ngalé Bibé là-dedans. Est-ce que Mme Lyonga pourra non seulement régler les problèmes de l'enseignement secondaire, mais aussi arriver à museler cette grève des enseignants que Ngalé Bibé, le ministre Ngalé Bibé était en train de réduire? C'est-à-dire qu'on aurait pu instruire par exemple le nouveau secrétaire d'État à la Défense, qui n'a que 43 ans, qui sert la présidence de la République, qui n'est pas un homme de terrain, de prendre toutes les dispositions pour que sur le terrain, par exemple les brigades de gendarmerie dans les zones reculées du sud-ouest et du nord-ouest ne soient plus composées de 3 ou 4 gendarmes, mais plutôt d'une quinzaine et peut-être certainement appuyés par le biais. C'est-à-dire qu'on attendait que le président de la République donne des prescriptions précises. Il a donné il a eu un discours général, il a dit à chacun, allez-y, que chacun fasse ce qu'il a fait. Moi je pense que c'est parce que les gens attendaient de ce Conseil des ministres. Alors, c'est une nouvelle expression qui parle des sujets ignorés par Paul Biya lors de ce Conseil ministériel. J'apprécie beaucoup la façon dont nos confrères de la nouvelle expression abordent les sujets, mais je pense que sur le titre de ce matin, il y a quelque chose de mitigé que je vais relever. Vous savez, la Constitution du Cameroun dit que le président de la République définit la politique de l'État, donc il apporte les grandes lignes dans les objectifs gouvernementaux. Donc il n'est pas du tout possible dans un conseil de ministres, même s'il est fait comme nous l'avons vu à la méthode de Biya, il n'est pas possible d'évoquer tous les sujets. Il donne les grandes lignes, il définit les grandes lignes et quitte au gouvernement maintenant de les appliquer. Et il est revenu effectivement sur ces grandes lignes. D'abord la relance économique, la lutte contre le chômage et une nouvelle impulsion à donner aux chantiers structurants. Donc je pense qu'il appartient désormais au gouvernement d'implémenter les grandes lignes qu'il a données. Et il a donné des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne la décentralisation. Il attendait sur sa table des propositions concrètes pour l'accélération de ce processus. Donc moi je pense qu'on n'aurait pas pu évoquer tous les sujets. Il s'est cantonné dans ce que définit la Constitution, donner une impulsion sur la méthode gouvernementale, appartenant au gouvernement désormais de l'appliquer. Alors s'il faut revenir maintenant sur la forme du Conseil... Alors de quoi on pensait que c'était une sorte de pression qu'il faisait à... Exactement, il s'agit d'une pression. C'était d'abord une nouvelle équipe et qui intervient dans un contexte assez particulier, un contexte politique particulier qui est marqué notamment par les élections, par plusieurs élections qu'il a même évoquées dans son discours, mais également par une situation économique assez morose due au plan d'ajustement structurel qu'on a signé avec le FMI, mais une situation sécuritaire un peu plus exacerbée. On ne va pas revenir sur l'extrême nord et la crise anglophone. Donc, les directives qui ont été données vont dans ce sens-là. Donc, il y a une certaine pression qu'il a donnée à ce gouvernement, mais on aurait plutôt souhaité que, dans le fond même de son discours, qu'il revienne pour plus accentuer la pression, demander au Premier ministre qu'on revienne sur les feuilles de route qui ont été instituées depuis, je crois, 2012, mais qui n'ont pas montré leur efficacité jusqu'aujourd'hui. Alors il a dans ce communiqué, il rappelle quand même que ce n'est pas qu'une année électorale, c'est également une année qui va connaître une année sportive, bien sûr. Tout à fait. Des inaugurations à plusieurs vitesses, avec notamment plusieurs chantiers qui sont sur le point d'être achevés. Tout à fait. On a parlé du pont sur le Voru, on a parlé également des multiples barrages et autres multiples barrages. Je suis content, José, mais que vous-même vous ayez dit par la suite qu'il aurait pu. Ça veut dire qu'il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit. Mais moi, je pense aussi que sans chercher à couper les cheveux en quatre, le président de la République aurait dû donner des instructions beaucoup plus précises à certains ministres en personne, en particulier. C'est-à-dire qu'en leur lisant un discours de 10 minutes, moi je pense qu'il les a tout simplement mis sur pilotage automatique. Faites ceci, et puis débrouillez-vous. C'est à chacun d'aller développer, bien entendu. À chacun d'aller développer. Mais moi je pense que c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui connaît la gravité et c'est lui qui connaît les urgences. Les urgences, les préoccupations les plus brûlantes. À ces ministres-là, chargés justement de ces Marocains, il aurait pu donner des instructions beaucoup plus précises et beaucoup plus pressantes. C'est ce que je veux dire. C'est ce que beaucoup de personnes attendaient, qui donnent des prescriptions pressantes et précises à certains ministres. Pas tout le monde. Vous avez raison de dire que c'est un gouvernement obèse de 60 ministres, mais rien ne lui interdisait de s'adresser à chacun des ministres. Il avait tout le temps devant lui, il avait toute la journée. C'est pas en 10 minutes qu'on peut estimer qu'il y a eu un conseil de ministres. On peut faire un conseil de ministres d'1 heure, ou même d'1
heure et demie. 1 h 30 pour dire à chacun ce qu'il a fait. Moi, je pense que c'est ça qu'on attendait du président de la République. Je pense que c'est aussi l'appréhension des ministres en se disant qu'en arrivant dans ce conseil, certainement que le président de la République va m'ordonner ceci, va me prescrire cela. Bon, maintenant, quand on donne plutôt on fait plutôt une sorte de prescription générique, bon, chacun ira se débrouiller, mais... Alors, Georges, est-ce que l'écart qu'on laisse, en tout cas l'écart laissé entre les conseils, ne crée pas l'inertie que le chef de l'État lui-même décrit aujourd'hui? Bonne question. Exactement, parce que tout à l'heure j'ai relevé ces feuilles de route qui ont été instituées, mais finalement qui n'ont pas montré leur efficacité. Il n'y a plus aucun suivi du tout, alors que lui-même avait appelé à ce qu'il y ait une évaluation régulière. Mais malheureusement, même hier, il n'a pas évoqué la question des feuilles de route. Mais il a dit qu'il attend les propositions. Oui, en ce qui concerne la décentralisation. On aurait pu évoquer également, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, les initiatives à résultat rapide, mais malheureusement, là aussi c'est un gros échec et tout ça concourt à ce que on parle de plus en plus d'inertie. Et on s'aperçoit que la méthode de Biya est celle que lorsqu'il y a un réaménagement gouvernemental, c'est à ce moment qu'il y a un conseil des ministres qui se réduit, qui se limite à une communication spéciale, sans être tout à fait un conseil des ministres. Et c'est assez déplorable. Mais je pense que pour un suivi étroit et régulier de l'activité gouvernementale, il faut des conseils des ministres qui se tiennent régulièrement, pas seulement par les conseils de gouvernement qui sont pilotés par le Premier ministre, qui n'a pas la même influence que le président de la République, mais des conseils de ministres où le président de la République, peut-être tous les 3 mois, va demander à chaque ministre qu'est-ce que tu as fait depuis 3 mois. Tu te trouves et à quel niveau tu te trouves avec tel ou tel projet. Et faute de ça, il y a effectivement une sorte d'inertie qui s'installe et certainement on s'attend peut-être dans 2 ou 3 ans à ce qu'il se tienne le prochain conseil des ministres et vous voyez que ce n'est pas bon pour une république qui est confrontée à plusieurs problèmes économiques, à des défis sécuritaires et à des défis politiques qui sont de plus en plus criards. Non, les analyses politiques prévoient un autre conseil de ministres après l'élection. Vous savez très bien qu'après l'élection, il y aura un nouveau réaménagement, un nouveau gouvernement, et forcément, il y aura certainement un autre conseil de ministres d'ici quelques mois. Donc, ne prévoyez pas le prochain conseil de ministres dans 4 ans. Non, le prochain conseil de ministres, c'est dans moins d'1 an. Non, mais c'est le rythme auquel il nous a habitués quand même. Oui, mais il y en aura un après le nouveau gouvernement qui viendra certainement, qui sortira après l'élection présidentielle. Alors, il y a entre-temps, ceux qui sont chargés d'implémenter ces directives sur le terrain, ils sont sur pilotage automatique. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle la nouvelle expression revient. Ce matin, parlant notamment des sujets ignorés par Paul Biya, vous pouvez davantage lire, c'est en page 3 de ce numéro. Alors, on va parler de la visite du chef de l'État en Chine, qui est donc annoncée également dans Cameroun Tribune ce matin. Paul Biya, qui doit être en Chine avec une forte délégation d'hommes d'affaires camerounais pour aller notamment puiser à bonne source et échanger avec les opérateurs économiques de la Chine aussi. Effectivement, on a vu l'ambassadeur de la Chine venir servir l'invitation au président Paul Biya il y a quelques semaines et on s'attendait bien, on savait très bien, on le sait, ça a été annoncé que Paul Biya est annoncé en Chine, il va y aller et bien entendu comme cela se fait, il sera flanqué d'une bonne délégation d'hommes d'affaires qui iront au moins cette fois-ci dans les valises du président pour aller négocier directement avec les Chinois. Les Chinois eux-mêmes qui sont sérieusement implantés ici au Cameroun, mais c'est beaucoup plus dans le petit commerce. Là maintenant certainement ils auront à discuter avec les industriels, avec des opérateurs beaucoup plus importants à ce moment-là, faisant partie de la délégation. Vous avez vu Emmanuel Macron qui allait en Inde, il a ramené des contrats de milliards d'euros. Donc si le président de la République s'en va avec une équipe d'opérateurs économiques forte et dynamique, d'ailleurs qui en veulent, on sait que les opérateurs économiques camerounais veulent absolument, ils ont les dents longues, ils veulent bouger. Maintenant si on les emmène en Chine, moi je pense que... Oui, mais il y a eu un relâchement à un moment où vous avez constaté, Georges Semé, qu'il y avait certains acteurs du secteur privé qui estimaient que, puisque les factures ne sont pas payées, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas évoluer, donc il fallait également mettre un accent là-dessus. Le chef de l'État avait quand même promis le paiement de toutes ces factures-là. Je crois que cette question s'est réglée sur le plan diplomatique et c'est la raison pour laquelle vous voyez que le président de la République est à sa 6e visite en Chine et celle-ci est particulière parce que elle intervient après un vaste mouvement qui est en préparation en Chine et après ce mouvement, le président de la République sera le premier président du monde à être reçu par le nouveau gouvernement chinois. Je crois que ça dénote quand même d'une certaine bonhomie des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Chine. Mais elle intervient également à un moment où un rapport dit que le Cameroun est le 3e acheteur d'armes
face à la Chine, derrière le Mozambique et je crois le Nigeria. Donc, il n'y aura pas que les questions économiques qui seront évoquées, il y aura également des questions sécuritaires, mais également des questions stratégiques parce que on voit de plus en plus que le président de la République est isolé du côté des États-Unis et il trouverait certainement un chemin favorable du côté de l'Empire du Milieu. Voilà, merci à vous, chers messieurs. Je vous souhaite de passer déjà un très bon week-end et surtout sans excès. Comme vous le savez, les rendez-vous du week-end sont également reconnus sur Equinox Télévision. Retrouvons-nous lundi, juste après le journal de 9h. Bon week-end.